Pité-Salpêtrière en réanimation chez Alain Combes. Et je me suis, avec mes collègues neurochirurgiens, pas mal intéressé à la question de la biopsie cérébrale. Et c'est pour ça que nous allons en parler aujourd'hui, un sujet pour lequel je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer. Voici le plan que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons essayer de voir pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir besoin d'une biopsie cérébrale chez un malade et chez un malade de réanimation, comment réaliser cet examen, selon quelles indications, quelles sont les contre-indications à respecter, quelle est la rentabilité de ce geste et, bien entendu, et peut-être le plus important, quels en sont les risques. Alors pourquoi ? Très rapidement, 3 vignettes cliniques qui résument à peu près les 3 situations dans lesquelles on va être. La première de cet homme de 47 ans qui n'a pas d'antécédent, qui fait une crise généralisée. Vous voyez, il a une volumineuse lésion tumorale. S'il ne peut pas être opéré ou si vous ne voulez pas l'opérer, vous pouvez faire une biopsie qui va révéler un glioblastome et qui va permettre de traiter le malade. C'est la situation tumorale. La deuxième situation, c'est celle-ci, un homme de 77 ans qui n'a pas d'antécédent, qui développe des troubles apraxiques, une IRM cérébrale révèle des lésions en cocarde, avec beaucoup d'œdèmes qui sont typiques d'abcès. Et comme les hémocultures sont négatives et qu'on ne peut pas faire la ponction lombaire, eh bien, il faut faire la biopsie cérébrale pour avoir une preuve microbiologique et pour pouvoir traiter le malade. La deuxième situation, c'est la situation des abcès. Et puis, vous avez les situations qui sont compliquées. Et là, c'est typiquement le cas, un homme qui a des lourds antécédents, qui a un déficit immunitaire, c'est un DICV, il est compliqué d'une granulomatosystémique, il développe un tableau d'encéphalite avec une IRM qui est quasiment normale. Et là, malgré tout ce qui a pu être fait en non-invasif, on n'a pas réussi à aboutir à un traitement, à un diagnostic. Le malade va être biopsié et le NGS va révéler une encéphalite à rubéole. Et donc, on est devant ces 3 cas de figure sur lesquels on va revenir. Alors, comment est-ce qu'on fait une biopsie cérébrale ? Il faut que vous ayez un neurochirurgien. Vous choisissez celui que vous voulez. Moi, le mien, il est au centre. C'est le docteur Bertrand Maton. Et il s'est beaucoup intéressé au sujet. Il va vous faire une biopsie cérébrale selon 2 modalités. À ciel ouvert, quand il ne peut pas faire de stéréotaxie, quand il faut une biopsie méningée, quand la lésion est très volumineuse, ou alors, le plus souvent, une biopsie stéréotaxique. Qu'est-ce qu'une biopsie stéréotaxique ? C'est une biopsie qu'on va faire à l'aiguille et pour positionner parfaitement l'aiguille et atteindre la lésion, on va la mettre dans un cadre de stéréotaxie. C'est le cadre de l'Excel que vous voyez qui permet, avec ses mobilités dans les différents plans de l'espace, de parfaitement cibler la lésion. Alors, pour déterminer le positionnement de la biopsie, on va fixer le cadre de stéréotaxie sur la tête du malade. C'est un cadre en titane qui passe à la fois dans le scanner et dans l'IRM. Et un logiciel va reconnaître le scanner et va reconnaître les vaisseaux. Il faut pacifier absolument l'examen. Et va permettre de déterminer des coordonnées qu'on va pouvoir reporter sur le cadre et définir la profondeur à laquelle il va falloir enfoncer l'aiguille. C'est un geste qui va se faire au bloc opératoire, sous anesthésie générale ou sous anesthésie locale, qui va permettre de réaliser plusieurs prélèvements de cerveau. Vous ferez, et c'est le mieux, de faire un examen extemporané pour vérifier qu'on a bien biopsié la lésion. Et vous pourrez derrière faire un examen anatomopathologique, de l'immunohistochimie, des analyses microbiologiques et notamment aujourd'hui un séquençage microbien à haut débit qui, à notre sens, doit être systématique. Si vous suspectez une étiologie tumorale et notamment une hémopathie, vous pouvez faire de la biologie moléculaire et une recherche de clonalité. Alors, quelles sont les indications ? On les a abordées. Vous avez une lésion cérébrale. La première situation, c'est que vous suspectez une tumeur cérébrale primitive ou secondaire. Là, la question ne se pose pas. C'est une indication fréquente de faire une biopsie pour la preuve histologique. Vous avez la deuxième situation où vous suspectez que le malade a une infection invasive de type bactérienne du système nerveux central et vous allez biopsier le malade pour avoir une preuve microbiologique. Et puis vous avez toutes les autres situations que ce qu'on appellera les maladies neurologiques cryptogéniques et qui sont des situations où la biopsie cérébrale va être nécessaire dans le cadre de l'enquête diagnostique. Dans la série qu'on avait rapportée sur 10 ans à la Pité-Salpêtrière avec quasiment 2000 biopsies, vous voyez qu'on a 10% des malades qui sont biopsiés dans une indication de maladie neurologique cryptogénique. 90% des malades sont biopsiés pour des indications tumorales, plus ou moins rares. Et il y avait un petit nombre de malades, un peu moins de 8%, qui étaient biopsiés pour une indication d'abcès. Alors, ce qu'on appelle une maladie neurologique cryptogénique, c'est évidemment pas un syndrome, c'est pas une maladie, c'est un état de fait, c'est-à-dire une atteinte neurologique de cause indéterminée, malgré un bilan
on va dire, pas non invasif, mais moins invasif que la biopsie cérébrale complète. Ou alors une atteinte neurologique de cause identifiée, mais d'évolution atypique. L'exemple parfait, c'est la toxoplasmose du VIH, qui, au bout de 1 mois, 2 mois de traitement, ne s'améliore pas. Et alors, à ce moment-là, on va discuter de biopsie de malade, parce qu'en fait, peut-être que c'est un lymphome, peut-être qu'il a une toxo et un lymphome, ou peut-être qu'il a une autre infection invasive du système nerveux central auquel vous n'aviez pas pensé. Dans les à peu près 200 malades qui ont été biopsiés pour des maladies neurologiques cryptogéniques, on retrouve dans 20% des cas une maladie inflammatoire, une vascularite, une sarcoïdose, une maladie de Behçet, une encéphalite auto-immune qu'on n'avait pas diagnostiquée de façon non invasive, une infection évidemment chez des malades qui sont quand même souvent immunodéprimés, une hémopathie pour laquelle l'imagerie n'était pas typique ou pour laquelle nous n'avons pas réussi à avoir de diagnostic, et puis de temps en temps des pathologies démyélinisantes, des maladies néoplasiques et quelques raretés. Alors, devant une maladie neurologique cryptogénique, les règles pour pouvoir arriver à se dire il faut faire une biopsie cérébrale, c'est d'avoir un bilan donc moins invasif que l'on va détailler, qui doit être assez exhaustif, et ce n'est pas toujours possible, mais le plus possible, et qui doit être négatif. Il faut que ce soit validé, on ne peut pas faire ça dans son coin en tant que réanimateur, il faut qu'on ait discuté avec beaucoup de collègues, avec des neurologues, on verra la totalité des personnes que l'on peut impliquer, et il faut évidemment respecter les contre-indications. Pour ce qui est du bilan moins invasif, d'abord, il faut effectivement faire une imagerie du système nerveux central, l'IRM cérébral, l'IRM médulaire, qui peut parfois aider quand on a des doutes sur l'aspect des lésions cérébrales. Il faut faire une spectro pour le lymphome, et il faut, lorsqu'on a un doute, parfois aller à l'artériographie pour éviter de biopsier une fistule artério-veineuse durale. Il faut faire un bilan extra-neurologique complet, un scanner des sinus, un scanner thoraco-abdominopelvien qui va permettre de vous révéler parfois des lésions à biopsier plutôt que le cerveau. Et ça peut être sensibilisé par une TEP-TDM si le malade n'est pas encore en réanimation. Le bilan non-invasif, c'est un bilan standard d'inflammation, d'hémopathie, de maladies systémiques. La ponction lombaire, en dehors des analyses standards, vous devrez les compléter par des anticorps antineuronaux qui ont déjà été abordés, qu'il faut faire à la fois dans le sang et dans le liquide céphalorachidien. Une synthèse intratécale, il faut faire des anticorps antinucléaires, parce qu'il y a des malades qui ont des IRM très peu anormales, mais avec des tableaux d'encéphalite sévères qui peuvent avoir des lupus. Il faut faire des anti-MOC, des anti-AQP4. N'oubliez pas qu'il y a l'encéphalite d'Hashimoto, et donc vous pouvez faire également un phénotypage dans le LCR, une clonalité. Et puis vous faites des analyses microbiologiques, pareil dans le sang et dans le liquide céphalorachidien, recherchant des virus, des bactéries, des parasites. Et n'oubliez pas, on peut même dans le liquide céphalorachidien faire un NGS microbien qui permet parfois d'obtenir des diagnostics. Lorsque vous suspectez une tuberculose, on peut faire un lavage broncho-alvéolaire qui peut aider au diagnostic. Lorsque vous suspectez un lymphome du système nerveux central, la ponction intravitréenne peut parfois donner le diagnostic sans avoir à aller à la biopsie cérébrale. Et puis, encore une fois, si vous avez une lésion, notamment typiquement dans une sarcoïdose, c'est assez rare que vous ayez une atteinte uniquement neurologique. Et donc, vous avez d'autres sites biopsiques qui peuvent vous apporter le diagnostic. Si tout ce bilan moins invasif ou non invasif est négatif, alors on pourra discuter de la biopsie cérébrale. Juste un mot sur le NGS, le séquençage des génomes microbiens à haut débit. Aujourd'hui, c'est une technique qui est de routine, notamment pour l'Île-de-France à l'hôpital Henri Mondor, où vous pouvez envoyer des prélèvements, et qui a permis, dans des situations extrêmement complexes, de faire des diagnostics. Ici, 2 malades, une encéphalite de rougeole et une encéphalite à orthobuniavirus, qui est un virus qui n'était pas connu comme dosant des encéphalites chez un malade immunodéprimé. Et donc, il y a énormément de malades qui pourront bénéficier de cette nouvelle technique. Alors, vous avez fait votre bilan, il est négatif. Vous allez ensuite devant une RCP où vous incluez un grand nombre de personnes. À la Pitié-Salpêtrière, c'est principalement dans le service de neuro-oncologie que cette réunion a lieu, avec les différents intervenants centrés autour du neurochirurgien, du neurologue, du réanimateur, des anesthésistes de neurochirurgie, des internistes, des infectiologues et des radiologues qui vont tous participer à dire on ne peut pas faire mieux que ce qui a déjà été fait, et donc pour le malade et en raison de son pronostic, il faut aller à la biopsie cérébrale. Les contre-indications, elles sont simples, c'est les troubles de l'hémostape qui sont non corrigeables, vous vous en doutez. Il faut que les malades aient 100 000 plaquettes le jour de la biopsie, et il faut probablement que les malades aient plus de 100 000 plaquettes
pendant les semaines qui suivent la biopsie, on va y revenir, mais c'est un des éléments qui est important. Et si un malade doit être biopsié et que vous savez que vous ne pourrez pas pendant 3 semaines maintenir un taux de plaquettes qui soit compatible avec l'absence de saignement intracérébral, et peut-être qu'il ne faut pas faire le geste. Le TCA l'INR, il faut arrêter les anticoagulants et les antiagrégants, et il y a quelques situations où vous ne pouvez pas faire la biopsie quand il y a un effet de masse très important, quand il y a des lésions vasculaires. Alors souvent on se trompe, mais il faut essayer de ne pas les biopsier parce que ça peut être des catastrophes. Alors, quelle est la rentabilité de ce geste ? Quand vous avez une indication tumorale, ça c'est une méta-analyse avec plus de 7000 malades sur des indications tumorales, la rentabilité diagnostique c'est 90%. Encore une fois, l'indication ne posait pas de doute et l'efficacité du geste non plus, c'est très rentable. Dans les maladies neurologiques cryptogéniques, sur les 178 malades, on aboutit à 71% de lésions spécifiques, c'est-à-dire des lésions qui vont donner un diagnostic. On aboutit à 3% de biopsies qui sont négatives parce que le cerveau, c'était du cerveau normal. Et dans un quart des cas, vous avez des lésions non spécifiques, mais que lorsque vous allez prendre ça intégré avec ce que vous aviez déjà dans l'examen clinique, les bilans non invasifs, vous allez quand même réussir à aboutir à un diagnostic chez 50% de ces malades. Et ce qui fait que les biopsies, elles étaient contributives dans 83% des cas. Et chez 17% des malades, vous n'aviez pas réussi à avoir un diagnostic avec le geste. La modification thérapeutique qui en découlait, chez 3 quarts des malades, vous pouviez modifier le traitement sans que je puisse vous dire si ça améliorait vraiment le pronostic des malades, mais en tout cas, les malades étaient traités. Le seul facteur avant la biopsie qui était associé au fait d'avoir une histologie spécifique, c'est l'immunodépression, et donc c'est probablement une population chez qui c'est intéressant de discuter ce geste. Qu'en est-il des malades de réanimation ? On vient de soumettre ce travail avec 29 malades qui étaient parmi les 178 malades de la cohorte, qui étaient des malades qui étaient dans les services de réanimation de la Pitié-Salpêtrière, qui avaient été admis principalement pour un coma ou par un état de mal épileptique, qui avaient un SOFA au jour de la biopsie qui était de 4, ils étaient tous ventilés, c'était notre critère d'inclusion. Il y en avait certains qui étaient dialysés, qui avaient des amines, une DVE ou un monitoring de la PIC. Vous voyez quand même, c'est des malades qui avaient eu quand même un séjour qui était prolongé en réanimation avant, de 11 jours, et certains avaient été hospitalisés dans d'autres services de réanimation auparavant. Donc c'est un geste qui venait quand même à la fin du processus diagnostique qui était en échec chez ces malades-là. Chez ces malades, on a un peu moins de lésions spécifiques directement, 62% des cas, mais c'est quand même pas mal. Et dans 34% des cas, on avait des lésions non spécifiques qui, pour 40% d'entre elles, nous permettaient quand même d'aboutir à un diagnostic. Et donc, 3 quarts des malades avaient, dans les suites de la biopsie chez des malades de réanimation, un diagnostic final. Là, le seul facteur qui était associé au fait d'avoir un diagnostic, c'était d'avoir une méningite à la ponction lombaire lorsqu'elle était réalisée avant la biopsie. Donc c'est un élément qu'il faut tenir en compte. Encore une fois, une modification des thérapeutiques qui était assez fréquente. Alors, quels sont les risques de la biopsie cérébrale ? Et c'est vraiment tout l'enjeu de ce topo, parce que c'est un geste qui peut être associé à des complications graves. Voilà comment on les cote. 0, pas de complications. Grade 1, des complications qui sont soit visibles à l'imagerie systématique, soit qui sont cliniques mais qui ne nécessitent pas de traitement et qui disparaissent spontanément. Grade 2, des complications qui sont transitoires mais qui ne se résolvent qu'avec un traitement. Et puis vous avez les complications de grade 3 et de grade 4 qu'on veut absolument éviter. Le grade 3, c'est un déficit persistant, et le grade 4, c'est le malade qui a été tué par la biopsie. Dans les indications tumorales, la grande série que je vous avais présentée des plus de 7000 malades, vous aviez une mortalité qui était un petit peu inférieure à 1% et une morbidité de 3,5%. On ne sait pas exactement quels étaient les grades. Dans la série de la Pitié-Salpêtrière sur 1500 malades, avec une biopsie stéréotaxique de toutes causes confondues et donc principalement tumorale, c'était 25% de complications, avec principalement des complications de grade 1, donc des complications globalement qui sont un peu de saignement visible au scanner. Et 1% des malades, là c'était 12, qui décédaient dans les suites directes de la biopsie. Les facteurs qui étaient associés à ça, c'était le fait d'avoir une rebiopsie, une lésion très inflammatoire, un lymphome, un glioblastome, ou d'avoir plus de 65 ans. Chez les malades qui ont des maladies neurologiques cryptogéniques, et donc c'est 70% uniquement de biopsie stéréotaxique, c'est 12% de complications, ce qui explique que les chiffres sont un peu différents de la série juste d'avant, d'où les malades sont originaires. Et c'est pareil, 1% de malades qui vont décéder, là c'est 2 malades, directement des suites de la biopsie.
chez ces malades-là. Le facteur qui était associé à la survenue d'une complication, c'était la thrombopénie avant la biopsie, bien que les malades, le jour de la biopsie, ils aient plus de 100 000 plaquettes. Et donc c'est un facteur qui est très important, et c'est probablement parce que le fait que les malades aient une biopsie, et une thrombopénie avant, soit associé au fait qu'ils aient une thrombopénie après. Chez les malades de réanimation, c'est 7%, mais parce que les 2 malades étaient des malades graves, les 2 malades qui sont décédés, donc c'est 35% de complications, dont 7% de complications graves. En conclusion, c'est une technique qui est utile pour le diagnostic des maladies neurologiques cryptogéniques, qui a une bonne rentabilité avec des conséquences thérapeutiques vraies, mais qui nécessite d'avoir un bilan moins invasif complet et d'avoir validé l'indication en RCP pluridisciplinaire avec plein de collègues. Il faut respecter les contre-indications et notamment le fait d'avoir une thrombopénie, notamment dans les suites de la biopsie, et c'est réalisable dans le contexte de réanimation avec un taux de complication qui est acceptable. Voilà, un merci au groupe de recherche à biopsie cérébrale de la Pitié-Salpêtrière, avec notamment le docteur Bertrand Maton, qui est le neurochirurgien qui les fait, et les neurologues de neuro-oncologie qui accueillent la RCP, mais tous les autres, évidemment, intervenants. Et puis, je vous remercie pour votre attention.